La question n'est pas quelle IA ou quel robot va vous remplacer. Quand on regarde certains résultats générés par l'intelligence artificielle, ça peut être discutable. Génération d'images avec 3 mains, design dépassé digne des années 1990, ou réponses qui n'ont aucun sens. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir planter ChatGPT. La véritable question est: quelle personne va vous remplacer en utilisant l'IA? Et cette personne saura faire le travail d'une équipe de 100 personnes en quelques clics. Mais tout le monde ne pourra pas le faire. Je rectifie. Tout le monde ne saura pas le faire. Car pour faire un travail de qualité avec une intelligence artificielle, il faut comprendre comment elle fonctionne. Comprendre ses forces et ses défauts pour pouvoir les exploiter. Et ces défauts, elles en ont beaucoup et je vais vous le montrer. De toute façon, une personne nulle en design de logo ne générera que des logos qui sont affreux. Quelqu'un qui propose de la traduction avec de l'IA, mais qui n'est pas capable de parler la langue, ne verra même pas que le texte est blindé de fautes. Pour créer un business avec l'IA 100 fois plus rapidement qu'avant, pour gagner du temps, pour tout en fait dans cette nouvelle ère incroyable qu'offre l'IA, votre plus grande qualité sera de savoir lui parler parfaitement. Car oui, le moindre mot de travers peut générer un résultat totalement improbable. Je vais vous montrer tout ça de A à Z. Mais avant, il faut rentrer dans son cerveau et dans le vôtre. C'est étrange, mais dans les films de science-fiction, on pensait toujours que l'intelligence artificielle et les robots allaient remplacer massivement les métiers manuels. Alors oui, c'est vrai, mais avec l'arrivée de ChatGPT et par exemple la génération d'images avec Midjourney, Léonard, DALL-E, c'est les métiers de l'intellect qui sont menacés. Les créations visuelles, les traductions ou même l'analyse de données, les développeurs se font peu à peu remplacer. Et ça, c'est une véritable menace pour toutes les entreprises qui proposaient du service d'intellect à très bas coût, car l'IA va pouvoir remplacer tout ça. Ce sont les métiers manuels ou de l'artisanat qui sont maintenant revalorisés. Parce que ChatGPT ne va pas faire pousser par exemple des patates à votre place. Alors bien sûr qu'un jour l'intelligence y arrivera, d'ailleurs avec des fermes autonomes, mais même si les progrès sont impressionnants, on en est encore loin. L'IA a besoin qu'on lui dise quoi faire dans un premier temps. Il suffit de mal s'adresser à elle pour qu'elle n'exécute pas ce que vous attendez d'elle. Et en réalité, très peu de gens sont capables de formuler réellement, précisément leurs besoins et leurs demandes. C'est comme ça que vous allez prendre une longueur d'avance et vous devez comprendre comment parler du coup à cette IA pour qu'elle puisse faire exactement ce que vous voulez avant toutes les autres personnes. On doit apprendre à parler le langage d'une IA. Alors, comment pense en fait une intelligence artificielle ? Je pourrais faire une autre vidéo d'1 heure ou plus là-dessus tellement je trouve le sujet fascinant. Mais voici comment, rapidement, vous allez comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle. Imaginez une IA comme un cerveau. Tout comme notre cerveau, l'IA a des neurones qui lui permettent de traiter l'information. On parlera alors de réseau de neurones. Une IA de traitement de texte par exemple aura probablement ce qu'on appelle un réseau récurrent, alors qu'une IA de traitement d'image aura de préférence un réseau de convolution. Ce n'est pas comme nos neurones biologiques, c'est plutôt un concept mathématique et informatique. C'est comme des centaines de milliers de petits points qui sont tous interconnectés et qui vont définir des chemins. Chaque connexion entre ces points peut transporter et transformer une information. L'ensemble de ces connexions permet à l'IA d'apprendre des choses et de générer une réponse. On va donc donner de l'information pour que cette IA apprenne, pour qu'elle puisse s'entraîner. On va parler alors de machine learning. L'IA va utiliser un processus pour apprendre et il y en a deux principaux. Le premier est l'apprentissage supervisé. C'est ce qu'on fait déjà en fait depuis des années. On fournit à la machine un ensemble de données d'entraînement pour lesquelles on connaît déjà les réponses et le but c'est que la machine associe en fait les entrées et les sorties appropriées. Exemple, vous voulez enseigner par exemple à la machine comment reconnaître des images de chats, vous lui donnez un tas d'images où vous avez déjà identifié où il y a un chat et lesquelles ne contiennent pas des images de chat. La machine utilisera ces informations pour apprendre à faire la distinction d'elle-même. Les données sont donc annotées et créées par l'humain et donc elles sont en partie très limitées. Mais dans le deuxième cas,
l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, ce qui nous intéresse ici. C'est différent et c'est ça qui a participé énormément au progrès de l'IA et à son buzz. Des humains vont lui donner d'énormes quantités d'informations, comme des textes, des pages web, des livres, des images sans annotation. Par exemple, ChatGPT a dû absorber l'intégralité de Wikipédia en anglais. Et ça, ce sera très important pour la suite. On parlera alors d'un modèle de fondation où l'IA, elle a été entraînée sur des données généralistes, comme par exemple comprendre comment s'exprimer ou comment par exemple fonctionne une langue. Ces informations-là, elles vont être absorbées par son réseau neuronal, ce qui va lui permettre d'ajuster en fait la force ou le poids de chaque connexion en fonction des données qu'elle va recevoir. L'IA ensuite va faire des prédictions basées sur ces informations quand on va lui poser des questions. Et les humains vont lui dire par exemple ensuite si sa prédiction est correcte ou non. Avec le temps, l'ordinateur va pouvoir du coup ajuster ses connexions et poids et améliorer ses prédictions. Prenons un exemple. Dans tous les textes que l'intelligence artificielle a reçus, il est fort probable que le mot Eiffel soit très fortement lié au mot Paris, à cause de la tour Eiffel. Le mot Pise, de la tour de Pise, par contre, n'a aucun lien avec Eiffel, mais il peut exister des trajets, par exemple d'avion, entre Paris et Pise. Donc l'IA va mettre beaucoup de poids entre Eiffel et Paris, et il y aura un poids très léger entre Paris et Pise, et un poids inexistant de lien de connexion entre Pise et Eiffel. Quand quelqu'un posera une question à ChatGPT sur Paris, il y aura fort à parier que l'intelligence va emprunter le schéma du réseau de neurones qui va passer par Eiffel et Paris et non par Pise. Et si l'IA dit que la tour Eiffel par exemple se trouve à Pise au début, on lui dira régulièrement que non pour qu'elle baisse le poids de cette connexion et que le poids entre Eiffel et Paris est donc de plus en plus d'importance et puisse du coup générer la bonne réponse. Mais on n'a pas eu besoin de tout faire manuellement et c'est ça qui est magnifique. ChatGPT par exemple a été nourri avec une énorme quantité de textes disponibles sur internet. Elle a appris les structures de la langue, les faits, les opinions, les styles d'écriture et bien d'autres choses. On lui a répété des millions de fois des faits historiques, des faits scientifiques pour qu'elle puisse ajuster automatiquement l'intégralité de son réseau neuronal. Lorsque vous lui posez une question, ChatGPT analyse le sens de votre question et fouille dans ce qu'elle a appris pour vous fournir du coup une réponse appropriée. Il n'y a pas une liste préétablie de questions avec une liste de réponses à côté. Si vous lui demandez par exemple « Est-ce que la Terre est ronde ?», il ne va pas chercher dans une base de données que la réponse est « Oui, elle est ronde ». Au lieu de ça, l'intelligence génère une réponse basée sur des structures qu'elle a dans son réseau neuronal. On parle du coup de pattern. Elle va emprunter ces chemins, ces structures qui ont des poids élevés en fonction du contexte que vous lui donnez. C'est un peu comme si vous demandiez par exemple à un expert une question sur un sujet, et il va vous donner une réponse. Il n'y a pas de réponse préécrite, mais il va utiliser ses connaissances pour pouvoir formuler la réponse adaptée. Bien entendu, les IA sont différentes. Elles ont des méthodes d'apprentissage différentes et il faudra bien les identifier. ChatGPT, c'est du GPT, qui est entraîné simplement à trouver le mot suivant par rapport au mot précédent. Oui, GPT n'est pas vivante, elle n'a pas de conscience, c'est juste une suite de fonctions informatiques et mathématiques avec des milliards de données où elle va utiliser de la probabilité. D'ailleurs, au lieu de parler de mots, ici, on parlera de tokens qui sont un mot ou plusieurs parties d'un mot. L'IA va donc recevoir du texte en entrée, c'est ce qu'on nomme le prompt, et elle va ensuite sortir par exemple un mot. Et si on donne beaucoup de détails, d'informations en entrée, on parlera alors de fenêtre de contexte. Avant, j'ai dit qu'on parlait de réseau récurrent d'ailleurs pour ChatGPT, et c'est pas pour rien. Regardez cette phrase, le chat mange la souris. Pour la comprendre, vous allez lire chaque mot les uns après les autres pour percevoir l'intégralité du sens. Le chat, ok, ça parle de chat. Mange, il mange quelque chose mais on ne sait pas quoi encore. Là, un mot au féminin, ok. Souris, ok. Mais est-ce que la phrase est terminée? Il y a un point. Donc le sens de la phrase est défini, la phrase est terminée. Chaque mot permet de préciser un sens. Et GPT va l'interpréter de cette manière, mot par mot, pour définir ensuite le chemin qu'il va emprunter dans son réseau et ensuite délivrer ou générer la réponse. Admettons que je lui dise « le chat mange là ». GPT va probablement dire « souris » car il est capable de deviner le prochain mot. Pourtant, il aurait pu dire « la pomme » ou bien un non-sens comme « la voiture ». Mais on l'a gavé de textes lui expliquant que généralement,
un chat mange une souris. GPT a donc attribué beaucoup de force, beaucoup de poids à la donnée souris qui est liée du coup au chat. Donc la probabilité que le mot souris soit la suite de la phrase est extrême comparée à la pomme ou la voiture, c'est pourquoi GPT va choisir la souris. Si on avait donné à GPT des données du type le chat mange la voiture, même si ça n'a aucun sens pour nous, ce serait la vérité à afficher pour ChatGPT parce qu'il aurait donné énormément de poids au mot la voiture qui serait lié au mot chat. En utilisant le playground d'OpenAI, alors si vous voulez c'est l'interface pour les développeurs, pour les expérimentations, vous pouvez voir la probabilité de chaque mot quand vous entrez une requête. Au passage, GPT ne sait donc absolument pas ce qu'est la vérité ou ne comprend ni la tristesse ni les émotions. Si vous lui demandez d'exprimer des émotions et qu'il accepte, ce sera qu'une suite de mots qu'il enchaînera de manière probable selon ses données d'entraînement et non une véritable expression de sa part. Le but de ChatGPT est donc de compléter coûte que coûte par une probabilité. Essayons du coup de planter ChatGPT. Je vais marquer Franck l'Américain est allé sur la Lune. Aucun Franck n'est allé sur la Lune, hélas. Et il va répondre 1969 car c'est la réponse la plus probable comparée aux autres solutions. Pourtant, Franck n'est jamais allé sur la Lune, ChatGPT a juste complété en prenant le mot Amérique et aller sur la Lune. Alors soit dit en passant, vous voyez que certains mots sont découpés en deux. C'est pour ça que j'ai dit avant qu'on parle pas de mots, mais de tokens. Un token comporte un mot ou un bout de mot. Dans le cerveau de ChatGPT, un mot peut être découpé en deux. Et ça c'est logique, quand on conjugue par exemple un verbe, on le fait naturellement. Mais GPT ne sait pas réellement conjuguer, il fait de la probabilité. Il doit donc se dire le chat mange la souris, ok, et choisira entre mange ou mange plus rat ou mange plus ré, etc. Bon, néanmoins, si on passe à la version 4 de ChatGPT, on voit que cette IA a compris qu'il y a là une incohérence. L'IA évolue avec ce qu'elle apprend et surtout grâce à ses développeurs. Mais pourtant, est-elle infaillible? Regardez, si je donne assez de contexte à ChatGPT 4, donc la dernière version qui est disponible au moment où je tourne cette vidéo, dans Le Seigneur des Anneaux, les 3 tours, le nain se nomme, ChatGPT va me répondre Gimli, ce qui est la bonne réponse. Mais pas tout à fait parce que les 3 tours du Seigneur des Anneaux n'existent absolument pas. C'est les 2 tours. l'IA n'est donc pas du tout infaillible, on reste sur du GPT, donc sur le fait d'obtenir un mot probable. Il ne donne pas la vérité, il donne la probabilité d'avoir le résultat le plus acceptable. C'est pourquoi il va être intéressant d'entraîner ChatGPT et de lui donner aussi une bonne structure de prompt pour obtenir ce que vous voulez. D'ailleurs, petite anecdote très marrante, vous pouvez marquer « Je suis dans le playground de ChatGPT » et vous verrez avec quelles données il a été entraîné. Ce résultat d'ailleurs m'a beaucoup fait rire. Il est donc assez facile de planter GPT, d'avoir des mauvais résultats et de le faire dévier totalement de sa route. Pour que ChatGPT puisse devenir plus expert dans un domaine spécifique et éviter de donner des informations qui ne sont pas forcément attendues, on va faire ce qu'on appelle du fine-tuning. C'est là que va intervenir en partie l'apprentissage supervisé. Vous voulez que votre IA soit spécialisée par exemple sur la thématique des animaux. On va donc créer une base de données avec des informations très détaillées à ce sujet et lui faire considérer cela comme son expertise dominante. Et on va lui donner ce que l'on nomme le pré-prompt, ou certains le nomment aussi le persona ou le contexte. On va lui donner des informations pour qu'il comprenne où se situe notre demande, lui montrer tout ce qui gravite aussi autour. Si vous demandez à ChatGPT par exemple, donne-moi une méthode pour devenir riche, on va se retrouver avec une réponse généraliste et qui n'apportera pas de valeur ni à vous, ni par exemple à vos potentiels clients. Par contre, si nous rajoutons du contexte, le résultat est différent. C'est déjà bien mieux, mais pas parfait. Il faut en réalité 5 éléments essentiels pour créer le prompt parfait. Et ça vous servira dans la vie de tous les jours, pour vos besoins ou pour vos business. Vous savez maintenant comment fonctionne une IA du type GPT. Chaque intelligence artificielle a bien entendu sa propre manière d'être utilisée. Par exemple, l'IA de Midjourney qui génère des images aura besoin d'arguments différents, définis, séparés par des virgules pour espérer obtenir le résultat attendu. J'en parle d'ailleurs énormément dans la formation gratuite dans la description de cette vidéo. Mais nous continuons du coup notre travail sur ChatGPT.
Vu que GPT n'a pas de conscience de notre monde, mais aussi de votre personne, de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, il va falloir structurer votre demande en 5 éléments essentiels. Le persona ou l'avatar, c'est-à-dire qui est ChatGPT au moment où vous lui parlez. Le contexte, tout ce qui gravite autour de votre question, qui va lui permettre de comprendre dans quel environnement vous êtes et pourquoi vous lui posez une question. L'objectif, ce qu'il va devoir accomplir. Le format, ce qu'il va devoir vous restituer. Et le plus important de tous, un exemple concret qui va permettre de nuancer ses propos, de jauger ce qu'il doit dire, comment faire et ainsi de suite. Alors depuis peu, il est possible justement de donner ces informations en entrée dans Custom Instruction. Néanmoins, ce paramétrage s'applique sur l'ensemble de toutes vos nouvelles conversations. Vous aurez chaque jour des questions différentes dans des contextes différents. Donc, autant tout faire à partir du prompt de base. Et regardez la différence ici. Admettons qu'un client vous demande de rédiger un article de blog ou de reformuler un paragraphe. Voici un prompt presque inefficace. Je veux que tu rédiges un paragraphe de blog sur comment faire sa propre sauce tomate pour pizza. Le résultat est morne, mécanique, froid, pas structuré. Et maintenant, ajoutons les 5 fameux ingrédients. Le persona, tu es un chef de cuisine italien qui a le sens du détail. Contexte, tu crées un site internet où tu expliques tes différentes recettes, tu ne négliges pas la qualité des ingrédients et préfères parler d'anciennes recettes ou méthodes. Objectif, rédige un paragraphe de blog prêt à être copié-collé dans un CMS sur comment faire sa propre sauce tomate pour pizza, avec des mots en gras et optimisé pour le SEO étape par étape. Et voici un exemple. Et voilà! En respectant ces étapes et en comprenant comment fonctionne une IA, vous pouvez maintenant l'utiliser pour faire une véritable machine à créer vos contenus, à faire de la prestation sur internet, à améliorer aussi votre confort de vie ou même devenir un ou une excellente cuisinière. En apprenant comment fonctionne une IA et comment lui parler, vous aurez un niveau de qualité très supérieur dans votre travail face à la concurrence. Vous l'avez vu, c'est comme ça que vous prendrez une longueur d'avance énorme, vraiment énorme, face à ceux qui essayent de vous rattraper. Ah, au passage, ChatGPT a été entraîné à la base avec des informations en anglais. En lui parlant en anglais, vous maximiserez vos chances d'avoir une réponse presque parfaite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, un like, un partage ou des commentaires si vous avez des remarques ou des questions. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao!